Oula, coucou, salut les movers. Bah écoutez, aujourd'hui on a une surprise pour vous. Je pense qu'il n'est pas vraiment à présenter pour tous ceux qui vivent au Maroc. C'est une figure quoi. Je vais laisser se présenter. Bah, moi je dis que c'est un journaliste. Il me dit qu'il y a une différence entre journaliste et animateur. Je pense que beaucoup ne font pas la différence. Donc Teddy, à toi l'honneur, vas-y, présente-toi. Bah, déjà merci beaucoup de m'accueillir. Merci encore parce que je voudrais dire à ceux qui ne sont pas encore venus que l'environnement est convivial. On sort un tout petit peu du cadran complet des émissions classiques et donc voilà, on arrive dans un environnement formel. dans un environnement où on peut discuter tranquillement et tout. On peut passer la porte et puis on prend le café derrière. On se fait des œufs de l'autre côté et puis tranquillement on est à la maison et on a une bonne ambiance. En tout cas, merci de m'accueillir. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous voir à travers les vitrines des téléphones. C'est un honneur pour moi d'être là. Teddy Patou, vous l'avez dit, il y a évidemment une différence entre journaliste et animateur radio. Ce sont évidemment deux branches de la communication qui se rejoignent à bien des égards, mais qui finalement aussi ont leur petite différence en fait. Je ne vais pas ici faire le cours du journalisme et le cours de l'animation radio. Ça nous prendrait une éternité, simplement à dire que on connaît tous les codes du journalisme. On sait tous que c'est un domaine dans lequel c'est beaucoup plus académique, on va dire, même si l'animation radio, depuis plusieurs années maintenant, a été plus méthodique au niveau de la transmission. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'école du journalisme et de l'animation radio, je veux dire, les écoles naissent. Mais sinon, le journalisme, à la base, on le sait, c'est tout un cursus, c'est tout un background avec des spécialisations et autres, en fait. Donc, je vais m'arrêter à ces différences-là. Évidemment, je suis journaliste et animateur sur la radio nationale marocaine 2M. Et je suis également maître de cérémonie et modérateur de conférences. C'est vrai que ce sont tous j'ai envie de dire, les tentacules d'une même pieuvre. Donc il y a effectivement des casquettes un peu différentes et tout. Mais qui se rejoignent. Mais moi je pense que les gars, on va faire un truc, c'est-à-dire que nous allons aller pas à pas et tout avec Teddy. Dans un premier temps, Teddy, nous allons retracer un peu ton passé. Oui. Tu vois un peu. Et puis ensuite, on parlera de ta carrière. Okay. Surtout, parce que ton passé, je pense que un peu partout, on peut déjà retrouver ça. Les médias et tout, Internet par ici. Mais par contre, ta carrière, on n'en parle pas vraiment. Et les gens. Oui, malheureusement. Il va falloir que l'on retrace un peu ton histoire. Que tu nous dises quand même d'où vient Teddy, qui est Teddy. Je suis Camerounais, tu le sais déjà. D'origine. C'est vrai que c'est pour tes téléspectateurs, je suis Camerounais déjà, né à Douala. C'est né dans ce qu'on appelle une banlieue, mais que j'ai pas envie d'appeler banlieue, j'ai envie d'appeler mon lieu d'amour. Parce que je pense que c'est dans ce quartier que j'ai toute mon histoire, on va dire, mon histoire d'enfance, mes jeux d'enfance, d'adolescence et même une petite partie de ma maturité l'a vue. Et donc voilà, je suis né à Douala dans un quartier qui s'appelle Carrière et qui, j'espère, va très bientôt avoir beaucoup de bonnes nouvelles. Vous êtes né à Carrière. Il y avait une carrière. C'est vrai qu'on peut faire un lien. Construisez une carrière, voilà. Ouais, j'ai grandi comme tous les jeunes Camerounais dans un environnement, comme pas tous les jeunes Camerounais, comme la plupart des jeunes dans un environnement assez difficile. Assez difficile, on a été confrontés. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Tu sais, moi, j'aime un peu être vraiment précis et tout. Quand je parle et tout avec. Effectivement. Donc, là, on va pas citer tu ne diras pas peut-être ton âge. Est-ce que tu peux nous dire au moins, genre l'année, genre est-ce que tu es de 80, la tranche 80 ou 70? Oui, 80, je suis un vieux, les gars. C'est pas parce que c'est juste parce que j'ai laissé mon déambulateur en bas. Je suis des années 80. Des années 80. Exactement. Ok, là, on est bien sûr. Voilà, là, tu peux continuer. Oui, je suis dans les années 80, tu te retrouves. Exact. J'ai grandi, c'est vrai que les années. Oui, j'ai grandi dans ce quartier-là avec un cursus scolaire normal. Je dois dire que j'étais un élève normal.
Bon, quand je dis normal, un tout petit peu turbulent quand même, mais pas exagéré, parce que de toute façon, j'avais une éducation à la maison avec une mère qui avait, comme je dis toujours, elle avait le process de l'éducation d'un enfant. Ma mère très rapidement avait compris comment nous canaliser, elle avait compris comment me mettre à l'aise dans l'environnement dans lequel je vivais. Je te disais que c'était un environnement très précaire. Tout à l'heure, quand tu parles de nous, donc ça veut dire que... J'ai des frères et des sœurs, oui, j'en ai... une famille très nombreuse, 5 frères, 4 frères et 2 sœurs. Tu es en combien Je suis le deuxième et le premier garçon. Voilà. Là, c'est parfait. Et donc voilà, on a grandi dans ce contexte-là avec une mère qui avait compris en réalité que nous vivions dans un environnement où il fallait déjà nous éduquer dans notre rapport avec le matériel. Je pense que ça a été déjà le premier chantier. Elle me disait toujours que la grandeur d'un homme, ça dépend de ce qu'il a dans son intelligence, de la façon dont il se comporte et de la façon dont il voit le monde. Et elle avait dit, ça ne sert à rien que je t'achète une tennis qui coûte 20 000 francs CFA, mais c'est parce qu'elle n'avait pas 20 000, on l'a compris. Et que je t'achèterai une tennis et que tu n'auras rien dans la tête, que personne ne s'intéressera à toi. Je préfère plutôt que tu sois ce garçon qui peut aller devant, prendre un exposé, et puis arriver à tenir le monde en haleine. À ce moment-là, les gens s'intéresseront plus, et puis tu auras beaucoup plus de valeur que si tu avais porté une tennis que tu étais muet. Tu vois, le genre. Et donc on a grandi dans cet environnement de désintéressement total. J'ai un parcours classique des primaires, où j'étais, on me dit entre guillemets, brillant, là, quand même. J'ai un parcours de collège, où j'étais également brillant. J'ai un parcours de lycée. Bon, je sais pas, après... Est-ce que tu peux nous citer quand même l'école, le nom? Oui, j'ai fait... Oui, pour l'école publique, moi j'ai fait l'école publique du Carrefour de Bille, c'est comme ça que ça s'appelait. Et c'était une école, je me rappelle encore, d'ailleurs je l'ai visité quand je suis reparti au Cameroun, c'est devenu un espace presque lunaire, donc voilà, ça a complètement disparu. Pour le collège, moi je l'ai fait au lycée de Yac, parce que chez nous, collège combiné au lycée. Donc c'est collège, d'ailleurs c'est pas ce qu'on appelle collège chez nous, donc on dit lycée, et puis de la 6e jusqu'en terminale en fait, c'est dans un lycée, c'était dans le lycée de Yac. Et voilà, après c'était un parcours, après le bac ça a été un parcours assez chaotique quand même. Avant le bac et tout, c'est quelle série que tu fais aussi? J'ai fait une série D, je suis scientifique en plus. Putain. Mais je suis scientifique. Non, je suis pas du tout. À la base, je n'ai jamais été littéraire. Mais comme je disais, j'avais une mère qui était. Surprenant. Très surprenant pour beaucoup. Effectivement. Je pense que les internautes vont le découvrir. C'est vraiment surprenant. Oui, c'est très surprenant parce que j'avais une mère qui avait la volonté de me faire tout apprendre. Je pense que ma mère, très rapidement, m'avait habitué à la curiosité de tout. Elle me disait, dans le domaine du savoir, il faut toucher à tout. C'est hyper important. Ça te permet de te construire en tant qu'homme. Et je pense que c'est ça. Je me rappelle que quand j'étais en 3e, je pense, j'ai mon professeur de français qui m'avait dit je te vois plus en série littéraire. Il faudra que tu me prennes la A. Ça s'appelait la seconde A à l'époque, c'est pas si ça a changé. Et à l'époque, c'est vraiment de la vieille époque, là. Ouais, c'est de la vieille. Et donc après, à un moment donné, j'avais mon professeur de physique, de mathématiques, qui me disait bah écoute, moi je pense que ce sera plus dans la série, dans une série scientifique, parce que tu te sens bien dans ces matières-là. Et voilà, finalement c'était la série D. Et la surprise, c'est que il n'y a pas eu d'université derrière d'ailleurs. Ouais. Après le bac, c'était complètement. Je pense que j'ai vécu les pires périodes de ma vie après le bac. Vraiment les pires. Oui, les pires périodes parce que ça arrive au moment où j'ai une mère qui est déjà, qu'il faut dire, bon, je crois qu'on le retrouve partout aussi. Déjà à partir de la 3e, j'étais en même temps responsable de mes études, c'est-à-dire que c'était à moi de les payer. Et donc pour les payer, je vendais la sauvette. Je vendais des plastiques à la sauvette dans un marché qui s'appelle Nkouloulou, que je connais encore aujourd'hui. Exactement. J'allais vendre des plastiques à la sauvette et c'est avec ça, j'ai fait pas mal de petits boulots. Hein. Je portais du sable, je vendais des plastiques et tout ça. Donc à partir de la 3e déjà. Maintenant, ben voilà, tu comprends pourquoi à un moment donné il y a eu l'assise. Je suis parti de là et voilà, j'ai fait tout mon cursus, à part que quand j'arrive au niveau de l'université, les choses se compliquent à la maison, beaucoup plus, parce que j'ai une mère qui est en train d'être complètement détruite par un cancer.
Et il y a la douleur, et justement, il y a cette façon avec elle, il y a ce rapport d'amour, il y a cette relation d'amour qui nous lie, qui fait que je vis son mal. D'accord. Je suis détruit au fond de moi par son mal. Au fond de toi et tout, moralement et autres. Et donc ça devient une année hyper compliquée après le bac. Et je rappelle quand même le bac que j'avais eu avec mention. Je ne savais pas à l'époque quand on venait au Maroc avec un bac avec mention. D'accord. Je ne savais pas que quand on avait un bac avec mention, on avait le droit d'avoir une bourse, par exemple, pour le Maroc, et qu'on était éligible à une bourse. Je ne savais même pas. Ouais, okay. Donc j'avais eu un bac avec mention, mais finalement, j'avais décidé un peu de fuir ma mère, de fuir ce problème ambiant que j'avais autour de moi. Je pense que c'est la première lâcheté de ma vie. J'avais ma mère qui était complètement détruite, j'ai envie de dire, physiquement. J'avais la douleur et ces cris perçants quand je revenais le soir. Et je me suis dit un soir, Teddy, ce n'est pas ta place ici. Il faut que tu partes ailleurs. J'ai plié 2 pantalons et 3 chemises, j'ai mis dans un plastique et je suis parti pour l'aventure clandestine. Et là, c'était en quelle année? Je crois que nous sommes dans les années 2006, là. 2006, 2006 et 2007, 2008, par là, je pense. Mais Teddy, avant de continuer, depuis que tu parles et tout, t'as pas évoqué papa dedans? Papa est là. Papa, je n'évoque pas beaucoup papa parce que on a de très beaux rapports. C'est quelqu'un de magnifique. C'est quelqu'un avec qui. T'as grandi avec oui, avec lui. Oui, on a grandi tous avec lui. C'est un père magnifique. Je crois qu'il m'a appris la résilience. La résilience que beaucoup m'attribuent aujourd'hui, je crois que ça vient de mon père. Mon père, dès le début, m'a forgé en tant qu'homme. Par exemple, je te parlais de l'épisode où il fallait que j'aille faire la sauvette. D'accord. Quand tu es un enfant et que tu as presque 14-15 ans, et qu'on te dit qu'il faut que tu te lances dans la sauvette, c'est pas toi, quand tu prends la décision de te lancer dans la sauvette, à un moment donné, tu hésites. Tu vois, tu as cette hésitation. Mais quand tu as un père à côté qui te dit, l'homme se forge, tu vois, et les circonstances d'ailleurs autour de toi doivent contribuer à te forger, et tu comprends beaucoup de choses. Donc mon père, il est là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, je n'arrête pas de lui passer des messages, et je vais le serrer dans mes bras très fort dans quelques mois maintenant. Donc, quand je retourne, en fait, c'est toujours pareil. Ouais, big up au vieux et puis la daronne. Non, malheureusement, je l'ai perdu sur la route de l'exil, d'ailleurs. Et oui, le plus dur, c'est ça, c'est que vous perdez l'être le plus cher sans lui avoir parlé pendant 2 ans. D'accord. Parce que je suis parti et la route clandestine, je découvrais la route clandestine, j'avais pas de nouvelles, je savais pas comment ça se passait, pour être honnête, c'était à l'aveugle. Et sur cette route clandestine, dans les drogues de l'Algérie, j'avais appris la mort de ma mère. Et je n'avais plus la chance de lui parler. Et c'est dans ces conditions, en fait, voilà, que je l'ai perdu. Et tu sais, c'est un héritage et autre que tu laisses à Walid Mourgue, donc il faudrait que nous partons, nous évoluions pas à pas. Donc tu quittes le Cameroun, tu décides de prendre bagages et autres, de dîner, etc., comme tu as dit. La première destination, c'est le Nigeria. La toute première destination. Excuse-moi, mais pourquoi tu décides de partir? C'est vrai que c'était dur émotionnellement, financièrement et tout ce qui va avec, mais pourquoi à un moment tu t'es pas dit je vais essayer de sortir de cette situation mais en restant au Cameroun? Pourquoi tu as tout de suite pensé à l'Europe? Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que en réalité c'était ma première lâcheté. La toute première lâcheté de ma vie, c'était ça, la décision de partir. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une lâcheté parce que en réalité, j'ai eu raison de partir, hein, comme on va dire. Mais derrière, en fait, quand j'y réfléchis bien, tu te poses la question, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est ta mère, c'est ta famille que tu laisses dans une situation complètement incertaine ou c'est ton avenir à toi? C'est-à-dire qu'il y a ce dilemme-là, il y a ce choix à faire. Mais le choix, à l'époque, il était un choix, je te disais, pour moi d'ailleurs. Parce que je savais une chose, c'est que tout près de ma mère, j'étais sûr de mourir avant qu'elle. Tu vois, c'est-à-dire parce que tu prenais... Ouais, en fait, je recevais son mal. J'absorbais complètement. Et ça me privait de sommeil. D'ailleurs, un matin, je crois que le jour où j'ai pris la décision de partir, c'est une partie de ma vie qu'il faut que je raconte. Je suis arrivé chez elle le soir, je suis arrivé à la maison, parce que ce que je ne vous ai pas aussi dit, c'est qu'à partir de la place de seconde, j'ai décidé d'aller vivre tout seul. Puisque la maison, la baraque où on vivait, c'était restreint. Et
j'avais plus de place et tout ça. Je me suis dit, vas-y te prendre une chambre qui devait coûter 6 000 francs CFA, ça fait 100 dirhams. Ouais, et donc du coup tu y vis et je vivais sur une petite natte qu'elle m'avait donnée d'ailleurs, un pagne hétéroclite, je me rappelle encore de la couleur de ce pagne, et je vivais avec des bougies au sol et tout ça. Et voilà, c'était mon environnement à moi. Et donc un jour, je vais la voir. Et ce soir-là, elle me parle comme si elle savait que c'était la dernière fois qu'on se parlait. Elle me donne toutes les confidences de sa vie. Et je revois encore sa paume de main dans la mienne, complètement serrée. Elle est couchée dans un drap où elle glotte, en train de me confier sa vie, en train de me dire combien je suis l'une de ses plus belles réalisations. Et quel que soit le paradis dans lequel elle sera, le premier prénom, ce sera le mien. Et donc là, quand je sors de là, je me dis, mais en fait, je passe toute une nuit assis sur une petite chaise, ma mère est là, et je vois pas la nuit passer. Pour être honnête, je vois pas le temps passer. Et le lendemain matin, j'ai l'impression d'avoir perdu 40 kilos, et j'ai l'impression d'être une loque humaine, mais pour être honnête, j'ai l'impression que je ne vois plus rien. Et c'est comme ça que je décide, quand j'arrive dans ma petite chambre, de partir. Donc partir, pour répondre à ta question, c'était de m'éloigner, premièrement, de tout ça. C'était vraiment l'objectif, n'a jamais d'ailleurs été l'Europe. Parce qu'au Cameroun, je pense qu'à part voilà, il y a d'autres villes. Ouais, il y a Yaoundé. Ah non, pour moi. Là, tu aurais pu aller ailleurs. Pour moi, d'ailleurs, j'ai visé le Gabon, Libreville. J'ai voulu aller à Libreville. J'ai voulu aller. Je me retrouvais dans un carrefour. J'étais à une gare routière. Je ne savais pas par où aller. D'accord. Sans argent et tout. Non, j'avais quoi? J'avais 45 000 francs CFA sur moi au départ, je me souviens. J'avais un baladeur Wave que m'avait offert la fille qui m'aimait à l'époque. C'est pour elle. Peggy, coucou. À l'occasion de mon anniversaire, elle m'avait offert un baladeur Wave qui. J'avais 45 000 francs CFA de mes économies dans le petit coin de cette maison, et donc voilà, j'ai pris les 45 000 francs CFA et ce baladeur Wave. Donc je l'ai vendu à quoi? 45 000 francs aussi. Donc je suis parti de Cameroun avec 90 000 francs CFA, et je crois l'équivalent de 1 500 dirhams par là pour l'aventure. Quand tu pars, comment tu sais par où tu dois aller? Qui t'en a parlé? Exact. C'est quand j'arrive à la gare. On décide de venir, je sais pas, Clonefet sans savoir par où passer. Ah non, si, beaucoup qui sont là ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Jusqu'au moment, jusqu'au moment où tu as la bonne information, et d'ailleurs la bonne information arrive parfois très tard. Je vous ai dit, j'étais arrivé dans une gare, et l'important pour moi c'était de partir du Cameroun. Il disait, quelle que soit la destination, je partais. Quelle que soit la destination. Si c'était Libreville, je partais. C'est-à-dire que... C'était le Congo aussi. C'était le Congo. En fait, c'était de partir. C'était le plus important. Pour moi, c'était d'abord de quitter de là. Ouais. Et j'avais une phrase de mon père qui me revenait tout le temps. D'ailleurs, c'est une phrase qu'il me répète chaque jour. Le chemin se fait en marchant. Tu vois, depuis l'enfance, il a commencé à me dire, le chemin se fait en marchant. Le chemin se fait en marchant. Comme pour me dire, à chaque fois, il faut oser. Et quand je suis arrivé dans cette gare, la première personne que j'ai rencontrée, que je lui ai dit que j'étais en train de vouloir partir en aventure, il m'a dit, va en Algérie. D'accord. Et quand il me dit, va en Algérie, il me dit, tu vas partir d'ici pour le Niger, arriver pour le Nigeria, après le Nigeria, tu seras au Niger, après le Niger, c'est l'Algérie. Quand on te le dit comme ça, tu te dis que c'est hyper facile. Tu vas payer. En fait, en réalité, c'est bon. Demain, quand il me dit Algérie, il me dit non, il y a du travail. Là, tu es surexcité, tout. Mais dis, ouais. Je me dis, waouh, c'était l'info qu'il fallait que j'ai. Maintenant, il faut arriver au Nigeria. Ah ouais. Je suis dans une gare. Mais oui, je me dis, mais attends, t'es dit, purée, gars, on va prendre le transport, le car va m'amener, je vais arriver en Algérie. Non, mais c'est exactement ce que j'ai dans ma tête. C'est exactement ce que j'ai dans ma tête. Je me dis, je vais rentrer dans ce car, je vais me déposer, je vais prendre un autre car dans une gare, Pénard. Et j'étais quelqu'un au Cameroun, les gens qui me connaissent savent que j'étais quelqu'un de très propre. Tu vois, je suis super, je suis tout propre, et voilà, j'ai mon petit sachet en main, tout propre, ma brosse à dents, mes petits trucs et tout ça. Et je ne me rends même pas compte que bientôt ça sera un fardeau. Et de ouf. Je ne me rends pas compte que mon plastique, à un moment donné, sera un fardeau. Et c'est quand j'arrive à la frontière camerounaise que je me retrouve pour la première fois confronté à la réalité de la route clandestine. Mais j'ai la plus grande motivation du monde. Et je débarque avec écoque après écoque au Cameroun, je traverse la frontière dans des conditions les plus difficiles pour le Nigeria, je suis à Ikom. Et voilà, mon aventure a commencé.
D'accord. Et au Nigeria, tu passes combien de temps? Je passe au Nigeria aussi, ça a été un épisode incroyable parce que je débarque au Nigeria avec mes compagnons de voyage, à part que tous ont des sous. Et moi, les petits sous que j'avais sur moi, on me l'a escroqué. Donc, je ne sais pas comment ça se passe sur la route. Il y a des gens qui viennent. T'avais des notions en anglais? J'avais quelques petites notions en anglais. Okay. Et là, il y a des mecs qui viennent te dire non, tu sais, pour faire ceci, donne-moi 2000 francs CFA, donne-moi 5000 francs CFA. Et durant tout le parcours, et tu sais, il y a même un mec qui m'a promis de me faire un passeport diplomatique. Si j'avais 400 000 francs CFA sur moi, je lui aurais donné. Ah ouais, direct. Oui, parce qu'il me dit je te fais un passeport diplomatique, une fois que tu arrives au Nigeria, tu prends le vol direct. Tu te déposes à Madrid. Oui. Mais là, première classe, mais je te jure, mais attends, ils te vendent le rêve pour le vrai. Mais la réalité est complètement différente. Et quand je débarque. Je pense que les gens qui font ce genre de choses, les passeurs et autres, ils ont beaucoup la tchat, hein, ils sont convaincants. Ouais. C'est comme ça qu'ils réussissent à. Ce n'est même pas beaucoup la tchat, c'est justement le fait que tu ne connais pas. Oui. Parce que dans cette ignorance-là, tu es capable de gober n'importe quoi. Bien. Ils surfent sur ton ignorance en réalité. Et donc à ICOM, je débarque avec mes compagnons de voyage et j'ai plus de sous. J'ai plus un seul radis. Et nous sommes assis tout en bas d'un petit terrain, parce qu'il y a un petit mur qui est monté là, et il y a un terrain de football à côté. Nous sommes assis juste en bas, parce qu'on va arriver très tôt le matin. Et là, le matin, les gars vont à la gare pour prendre des... Parce que quand tu arrives à ICOM, il faut arriver à Jos. Après Jos, c'est là où il faut arriver à Kano. D'accord. Donc il faut un transport pour arriver à Jos. Et de Jos, tu as un autre transport pour arriver à Kano. J'ai même pas de sous pour aller à Jos. Et les gars me disent au revoir avec des accolades. Il n'y a personne qui propose de payer pour toi. Non, personne. Mais okay. Les gars me disent, frère, on est ensemble, quoi. Tu parles bien, tu es un bon gars. Ouais. Et j'espère que Dieu va nous sauver. Et on va se retrouver un peu plus haut. Et là, je me dis, Teddy, tu es confronté à une situation. La première situation, c'est qu'il faut dormir. Tu vas pas dormir, et pendant que je suis en train de me balader, parce que je fais ce qu'on appelle un repérage de la ville, pendant que je suis en train de me balader, je vois une sorte d'étable où les moutons sont élevés. Okay. Il y a des moutons d'un côté, et puis il y a une autre côté où on garde des foins et tout ça, et je décide de dormir là. Et voilà, j'y passe 2 mois à travailler à la plonge dans un restaurant. J'espère que cette femme est encore là et que Dieu l'a préservée. Bon, je travaille dans 2 restaurants. Hein. Je travaille dans un premier restaurant pour 2 mois, elle ne me paye pas parce que la faillite. Et je repars dans un autre restaurant et j'ai 2 mois. Et voilà comment j'ai pu avoir de l'argent pour continuer à Kano. À Kano. Kano, c'est la frontière entre le Nigeria et le Niger. Ah, d'accord. Le Nigeria et le Niger. Ouais. Donc après tu débarques au Niger. Ouais, après j'arrive au Niger et d'ailleurs... Est-ce que tu avais une carte sur toi? Non, écoute, non, j'avais ma carte d'identité, j'avais mon diplôme extraordinaire d'ailleurs, il fallait qu'on le dise. J'avais une fierté de dire que j'ai eu le bac avec mention. et donc, mes relevés de notes par mon diplôme qui était dans ma poche, et qui était très protégé dans ma poche, dans un plastique avec ma carte d'identité camerounaise, qui était toujours attachée dans un plastique. Non, qu'est-ce qu'on fout avec un passeport sûr, hein, Et là, du coup, je débarque au Niger, et au Niger, je passe 7 mois de ma vie dans un pays, à l'époque, entre guillemets, dit le pays le plus pauvre du monde. D'accord. Et je passe 7 mois à avoir 50 000 francs CFA. C'est-à-dire que 750 dirhams. Ah, ça? Où je bosse comme un fou dans le bâtiment. C'est là-bas que je commence à être maçon. C'est là où je commence à avoir les notions de la maçonnerie. La maçonnerie. Et là, au niveau au Niger et tout, tu t'es déjà rendu compte que voilà, que la personne t'avait dit quand tu étais au Cameroun, c'était voilà, tu vas prendre le bus, non, c'était du fake complet. T'as compris que ouais, c'est du fake. À ICOM déjà, je me suis rendu compte. Au Nigeria déjà, je me suis rendu compte. C'est pas easy. Là, non, en réalité, tout ce qu'on me racontait, c'était du pipeau. Et qu'à partir de maintenant, et c'est justement ça, c'est qu'il faut très rapidement prendre conscience de là où on se trouve. Bien. Et moi, je me suis dit, ah ouais, à partir de maintenant, il y a une route. Et il faut la suivre. Et pour la suivre, il faut être futé. Tu vois, il faut vraiment être futé. Et donc, je me suis dit, tout ce que les gars racontent ou quoi que ce soit, ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Il ne faut pas gober tout, en tout cas. Et voilà, c'est ce qui a été bénéfique pour moi sur toute la route. Et tu passes 7 ans, 7 mois. 7 mois, au Niger. Tu embauches les 50 000 francs. Ouais, les 50 000 francs CFA me permettaient de prendre le Carimbo Voyage, coucou à vous encore. Je payais 11 000 francs CFA pour aller à Arlit.
Arlit, c'est la, Je me c'est, souviens de tout. bah oui, Oui, c'est des histoires qu'on n'oublie pas, Ouais. parce que ce sont des histoires de notre vie. Et je débarque à Arlit. Arlit, c'est la porte, c'est l'ouverture du désert. Ok. Parce que vous avez le désert de Djanet, vous avez le Sahara, vous avez le Djanet qui va vers la Libye, le Sahara qui va en Algérie. Donc vous allez traverser le désert pour aller en Algérie. Et quand tu payais Rimbaud Voyage à 11 000 francs CFA, D'accord. il te déposait à Arlit. Et à Arlit, tu négociais 25 000 francs CFA pour que ça te laisse à Tamanrasset en Algérie. En Algérie. Et je vais vous garantir une chose, c'est que quand vous marchez dans ce désert pendant pratiquement un jour, toute une journée, vous passez la nuit, le lendemain, quand vous montez, et que vous voyez les lumières de Tamanrasset briller, vous avez l'impression que vous êtes arrivé. Ah, l'impression. Vous avez un sentiment de devoir accompli, des fins du voyage, de la vie qui a changé. Parce que vous voyez, le contraste, il est saisissant entre les lumières que vous avez laissées, l'environnement que vous avez laissé au Niger, et ce que vous trouvez à Tamanrasset en Algérie. Et donc, du coup, dans cet environnement-là, puisque vous sortez également d'un pays qui est dans les balbutiements de son développement, bon, vous arrivez dans un pays où bon, ils ont des cités, les routes sont bien construites, ils ont des petits trucs, et puis vous vous dites, ah ouais, dans ces rues, j'ai ma place. Je suis au paradis là. Ouais, et là, je pense que j'ai eu la clé du paradis. Jusqu'au moment où vous descendez, vous arrivez à l'ouest, et que vous rencontrez des garçons qui sont devenus des animaux. Mais oui, non, mais le mot il est littéral parce que tu vois un mec devant toi, il n'a même pas, ça fait 2 ans qu'il est là, il ne s'est pas peigné. Bon. Il se douche, je sais pas, une fois par semaine, quand il y a l'occasion. Mais et tu vois les mecs qui sont habités par des clous sur leur ceinture. Mais c'est pour ça que je dis que ça t'animalise. Ce n'est pas que. Moi aussi, j'ai fait partie. J'ai fait partie de ces gens-là où tu étais complètement animalisé. Parfois, tu t'assieds, tu te regardes et tu te dis, mais purée, qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Et c'est ça ta adressé ton Algérie. Et après l'Algérie, ben voilà, vous connaissez la suite, tu es au Maroc. Heureusement. Heureusement. Heureusement, c'est arrivé. Plus à travers la frontière. Ouais, oui, le Maroc a été Bah, il n'a compliqué au pas pris début. l'avion, hein, du coup. Non, le Maroc a été au début, ça a été très compliqué parce que je dors à la plage de Rabat au début. Ok. La plage de Rabat qu'on connaît. Tu passes combien de temps en Algérie? En Algérie, j'ai passé quoi? Pratiquement peut-être 7 mois également. Hein. Ok. Un peu plus d'ailleurs. Voilà. Et là, durant le parcours et tout, tu avais quand même des news de la famille? Non, pas du tout. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Du tout. J'ai même pas eu de nouvelles. D'ailleurs, ma grande sœur s'est dit que j'étais mort. Elle était complètement désarçonnée. Mes frères, mes sœurs, jusqu'au jour où je donne des news pour la première fois en Algérie quand je perds ma mère. Et attention, j'ai la nouvelle de la perte de ma mère à travers une boîte mail. Parce que je vais dans un cybercafé et puis les gars me disent connecte-toi, je me connecte et je vois 3 messages de ma grande sœur. C'est là où je découvre que ma mère est morte il y a 2 jours d'ailleurs. Ouais, et donc du coup je sors de là complètement trempé. Et c'est comme ça que j'envoie le premier message à ma grande sœur qui me dit que je suis en vie et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, je suis là. Et donc voilà, on a gardé ces bribes de contact. Parfois on se parlait, 7 mois après on venait se parler. Le plus important était déjà que j'entretiens l'espoir, comme on dit. Ouais. Et voilà. Et t'as pas demandé de revenir? À revenir? Ouais. Oui, c'était tout son souhait. À l'époque, je me rappelle qu'elle me disait tout le temps, s'il te plaît, reviens. À part que la route clandestine, c'est un piège à souris. Parce que quand vous avancez, ça se referme derrière vous. Bien. Le parcours que vous avez fait, c'est le même que vous allez refaire. Vous allez refaire, effectivement. Donc, Oui. pas le choix, en fait. Hein. Ouais. Donc, du coup, à un moment donné, à notre époque. Avancé, quoi. Bah oui, c'est justement. Et après, il y avait aussi ça, le fait que tu rentres, c'était. Tu n'étais pas un homme. Et j'étais un Cameroun, un lion indomptable en plus. Dire à quelqu'un, je vais prendre mon sac pour rentrer. C'était c'était l'affront qu'il ne fallait pas avoir, en fait. Et c'est pour ça qu'on a pris, on s'est dit, les gars, quel que soit ce qui va se passer, on va foncer. Et on a foncé, on est arrivé jusqu'au Maroc. D'ailleurs, le Maroc, je suis arrivé tout seul. Parce qu'entre Marnia et Oujda, c'est un vaste espace. Mais c'est un vaste espace. Mais là, moi, je me suis levé un matin, j'ai dit au gars, bah écoute, je m'arrête là. Là, ma part de prison, ça se termine ici. Là, je vais partir. J'ai pris mon sac et j'ai pris une route.
On m'a dit que je vais jamais arriver, tu vas jamais arriver, tu vas te perdre. Puis on m'a dit, bah non, tout le risque que j'ai pris jusqu'ici, je pense pas qu'il y ait plus grave devant. Et là, je suis parti, et voilà, j'ai farfouillé pendant quasiment une journée. Je me suis retrouvé face à un café à Oujda. Ok. Et à Oujda, et puis, il se passe quoi? À Oujda, j'ai l'espoir, la lueur d'espoir que c'est un pays où il y a une possibilité de réussite. Je vois un black assis dans sa voiture avec un PC déposé sur son volant. Donc vers son PC, il est en train de travailler. Je ne crois pas que c'est possible. C'est possible. Parce que j'ai traversé tous ces pays, je n'ai pas vu cette opulence d'un mec qui a ma couleur de peau. Ok. Je ne l'ai pas vu. Et je vois un mec à Oujda dans une voiture, un black. Je me suis dit, Teddy, tu le parles. Ok. Il n'y a pas de possibilité que tu ne le parles pas. Salut frangin. Il est un peu réticent. Parce qu'à Oujda, en fait, il y a d'un côté les étudiants, il y a d'un autre côté les clandestins. D'accord. Donc, ils ne veulent pas être ensemble. Ouais. Ensemble et tout. Il y a un clan, il y a un clan. Et donc, quand ils voient la façon avec laquelle je suis, puisque je suis complètement, j'ai des haillons sur moi, il est un peu réticent. Il me dit, non, frangin, c'est pas pour des sous. C'était pour te demander si tu vivais au Maroc. Il me dit oui. Est-ce qu'on te donne la possibilité d'avoir une voiture au Maroc? Il me dit ouais, c'est ma voiture, pourquoi tu me poses la question? Je dis non, en fait, je voulais savoir. Est-ce que tu dors dans une maison? Il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu racontes? Il ne comprenait pas. Mais au fil de la conversation, il a compris pourquoi je lui posais la question. Okay. Et là, je me rends compte que, ah ouais, s'il y a une possibilité de réussite dans un environnement comme celui-ci, ça a divisé ma place, tout simplement. Bien. Il faut juste... Là, sur le champ, tu oublies l'Europe. Et là, non, c'est pas que j'oublie l'Europe tout de suite. C'est que là, je me dis déjà, ah ouais, il y a une solution. Parce que depuis ce parcours, j'ai pas trouvé de solution. Tu vois, j'étais pas dans un pays où il y avait un espoir de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais au Maroc, j'ai cette lueur d'espoir qui s'allume en moi, qui me dit, écoute, Teddy, c'est un environnement dans lequel il y a pas mal de choses à prendre. Et vas-y, prends-les. Et c'est comme ça que le lendemain, je rencontre Youssef, qui est mon meilleur ami, avec qui je passe un coucou qui est à Strasbourg aujourd'hui. Juste là, vous êtes ensemble? C'est mon meilleur ami, c'est chez lui que je dors quand je suis à Strasbourg, donc un coucou à lui. Donc Youssef et Khadija, je rencontre deux êtres extraordinaires qui brillent comme des anges, mais qui ont brûlé leurs ailes. Des potes comme ça, il n'y a pas beaucoup. Ah non, pas du tout. Et encore aujourd'hui, il le sait. Il sait que je lui dis toujours chaque jour que tu es la rencontre déterminante. C'est d'ailleurs lui qui m'a permis de comprendre que je pouvais rester au Maroc, qu'il fallait que j'oublie. Et attention, à l'époque, il partait pour l'Espagne. Il est parti clandestinement en Espagne. Bon, il me donne le droit de le dire. Il est parti en Espagne dans un bateau et donc du coup, moi, je suis resté. Il m'a dit, Teddy, tu parles très bien français. Va à Rabat. J'étais au Jura, il m'a dit, va à Rabat. Et à Rabat, et à cette époque, il y avait des contrôles dans les gares routières. Il fallait avoir une carte de séjour pour voyager. D'accord. Et moi, je suis arrivé, il m'a dit, tu sais quoi, on va faire ami. Il allait m'accompagner, je me souviens encore, il est assis dans le train avec moi, jusqu'à quelques petites secondes du démarrage du train. On a fait notre accolade d'adieu, et moi je suis monté à Rabat pendant qu'il était en train de partir. De partir en Espagne. Et voilà comment je suis arrivé à Rabat, j'ai débarqué à Rabat. Et quand je suis arrivé à Rabat, il y a eu l'épisode de la gare de la plage. Et après la plage, il y a Christian qui m'a recueilli. Salut Christian. Que tu rencontres. Ouais. C'est beau en tout cas. Et qui m'accorde de dormir à sa petite porte en fait. Et donc, voilà comment c'était venu l'éclat. Et les choses ont débuté à partir de chez Christian. Ok. Aujourd'hui, tu devrais écrire un livre. Hein. Ouais. Bon. Bah oui. Moi, je pense que je vais mettre, excusez-moi, monsieur. Vas-y. Je devrais mettre tout ça par écrit. Et c'est tellement beau en même temps, je pense que c'est. Non, mais il y a une précision à faire. C'est que j'ai peut-être la chance de vous avoir pour me donner la possibilité de raconter, mais il y en a qui sont extraordinaires comme moi. Oui. Je pense très fort qui sont au Maroc, qui ont réussi. Marie, même si elle n'est plus au Maroc aujourd'hui, ça a été une success story sur le territoire marocain extraordinaire. Et des histoires comme la mienne sont extraordinaires. Pourquoi? Il y en a beaucoup. Bien. Je vais vous prendre un exemple. Quand il y a eu la régularisation au Maroc, j'avais un pote qui avait passé 20 ans sans voir sa famille. 20 années. Je ne sais pas si les gens peuvent un peu visualiser. Il faut faire une transposition. Il faut essayer de se feindre sur la peau de l'autre. Allons-y et mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui aime sa mère à mourir, qui a vieilli,
sans que ça mène Justement, le voir. qui est dans un pays où il n'a plus de repères. Bien. Il ne peut plus avancer, il ne peut non plus reculer parce qu'il n'a pas de papier. Il n'arrive pas du tout à s'en sortir. Quand matin, on décide de lui donner une carte de séjour, il reçoit la carte de séjour, on lui dit d'ailleurs qu'on peut te faire un contrat étranger pour que tu puisses travailler dans un centre d'appel. Il bosse dans un centre d'appel et au bout d'une année, il achète un billet d'avion pour rentrer dans son pays. Je vous garantis une chose, il n'y a pas de success story que ça. Okay. Je vais vous garantir ça. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ils ne le comprennent pas. Bien. Mais le jour que vous prenez votre billet d'avion, après autant de temps passé, moi j'en ai passé 11 ans. J'ai fait 11 ans sans rentrer. Le jour que j'ai pris ce billet d'avion pour repartir chez moi, tu m'aurais dit, Teddy, entre 2M et le fait de rentrer, qu'est-ce que tu choisis? Je te dirais, bah, garde d'abord 2M. Ouais. Laisse-moi partir d'abord. Bien. C'est pour vous dire combien c'était important et combien des vies ont été restaurées à travers cette régularisation au Maroc. Okay. Et c'est ça les success stories. La success story n'est pas forcément celui qui a fini et il est allé dans une grande entreprise, il a eu de l'argent ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a beaucoup qui étaient dans nos rues qui n'avaient plus d'espoir du tout. Ouais, il y a beaucoup d'histoires comme ça ici. Hein. Bah voilà, mais qui aujourd'hui vivent super bien. J'ai visité encore un ami, je ne vais pas le citer, avec sa femme et son enfant. Ouais, ils sont posés quoi. Et quand j'étais assis dans son salon et qu'on était en train de parler d'hier, il m'a dit, Teddy, les choses ont changé. Et il m'a dit, tu n'as pas besoin de le dire. Après, ton visage me dit tout. C'est vrai. Et c'est vrai, hein, la corpulence et tout. Et son visage me disait tout, parce que je le trouvais bien, assis correctement. Et hier, nous étions couchés sur une natte, et on se demandait ce que sera notre avenir. Mais aujourd'hui, il bosse dans un centre d'appel, où il est devenu d'ailleurs formateur, heureusement, et il a suffisamment de quoi prendre des vacances avec sa femme et sa fille pour rentrer. Quelle est la meilleure histoire qui peut dépasser celle-là? Pas, hein, à moins que ça soit similaire. Ouais. Ah bah je pense qu'il y a forcément, mais bon, on ne connaît pas toutes les histoires. Hein. C'est qui, pour moi, c'est ça, ce sont mes héros, ceux-là. Je ne cesse de leur dire à chacun d'entre eux, vous savez, c'est peut-être moi j'ai la chance d'être dans le média, donc ils ont des yeux sur moi. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie qu'on voit, c'est vous. Effectivement. J'ai vu Sandra à l'aéroport de Douala être accueillie par sa mère. Et elle s'est mise à genoux. Sa mère s'est mise à genoux de façon spontanée. Parce que ses jambes ne tenaient pas, elle s'est écroulée. Parce que c'est une fille qu'on croyait morte qui revient. Elle ne revient pas pour rester, elle revient pour repartir. Ouais. Et elle ne revient pas les mains vides, elle a 2 valises derrière. 2 valises derrière, ouais. Et ça suffit. C'est quoi, ça suffit, ça fait plaisir avec elle. En tout cas, big up à tout, big up à tous qui ont traversé ont eu ce parcours et autres. C'est comme je dis, frérot, vous qui êtes à la piole et tout, c'est pas easy, tu vois. Il y en a, ouais, ça on doit se le dire. Faut pas voir aujourd'hui peut-être un prime, ça te dit aujourd'hui ne pleurniche pas, t'appelles pas pour te dire que frère, je manque X, Y, que tu te dis ouais, tout va bien, non. Il y a des gens qui ont trimé, mais n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Donc tout comme toi, à peine peut-être 5 ans, ou encore tu es à ta 4e année, tout est en train de trimer. Dis pas toi que c'est déjà Bisef, non, Adrien, tu vois. Donc chill out, continue de charbonner, un jour ça va payer. Le taf ça paye toujours. C'est juste une question de détermination et effectivement, c'est tout. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant après si tu creves et tout en route, bon ok, toi-même c'est le destin, tu vois. Mais si après, voilà. Oui, moi, quand ça marche, derrière, ça reste une belle histoire. Tu vois. Oui, moi, l'intention pour moi, ce n'est pas de dire aux gens de prendre la route clandestine. Non, du tout. Je ne peux pas du tout là. Bon, c'est vrai que je suis pas du tout le modèle dissuasif qu'il faut mettre en avant. Je suis pas du tout le modèle dissuasif. Vous n'avez pas besoin de les dissuader après tout, parce que moi je pense que les gens, s'ils veulent prendre la route, ils vont prendre. Bah voilà, quelque chose qu'on leur dit. Exact. Ici au Maroc, tous les jours on entend, il y a des gens qui sont morts là en traversant. Ouais, malheureusement. Mais ça les dissuade pas, hein. Tous les jours ils partent, ils partent à Melilla, on les voit partir de partout. Donc... Ah, mais le jour que tu décides de partir, en même temps, tu as l'esprit suicidaire, tu le sais. Bah oui. Toi, t'as pas tout ça casse, hein. C'est ça. Mais dans la gueule des grands du désert, frangin, vous roulez sur les ossements humains. Ouais. Il y en a qui sont morts
en position de prière dans la gueule du désert. Parce qu'ils Bon, sont après, pas... je pense que ça dépend des profils. Moi, personnellement, je pourrais pas faire. Je pense que Bah oui. émotionnellement, je suis trop fragile. Je ne pourrais pas supporter déjà voir le cadavre de quelqu'un. Ça me C'est chaud. terrifie. Imagine, je vais Tu marcher sais, dans le désert. Mais non, je pourrais pas. Jusqu'à ce qu'on se retrouve confronté à la situation, on ne le sait pas encore. Non, je pourrais pas. Tu sais, Ouais. on ne le sait pas encore. Il y en a beaucoup qui disaient comme toi qu'elles ne sont pas Juste très une fortes. semaine et je suis morte. Non, on ne sait pas quand on n'est pas confronté. Mais de toute façon, ce qu'il faut dire et c'est d'ailleurs le même discours que j'ai répété au Cameroun, je ne suis pas capable de vous dire de ne pas partir parce que je suis parti et, entre guillemets, j'ai réussi. Ouais. Tu vois, entre guillemets. Mais ce qu'il faut rappeler aux jeunes, c'est que combien sont-ils qui n'ont pas réussi? Vous avez peut-être la visibilité sur moi parce que j'ai réussi. Mais vous savez ce que c'est que de vous réveiller à 4 heures du matin pour que vous partiez, ne serait-ce qu'identifier 43 corps jetés par la mer. Parce qu'on a juste envie de mettre des prénoms sur des enterres avant de les enterrer. Juste qu'ils aient un prénom pour qu'on les enterre. Et c'est à vous de les identifier. Ouais. Vous arrivez, vous trouvez là-dedans des personnes avec qui étaient vos confidents d'hier. Des gens avec qui vous avez partagé des choses exceptionnelles. Vous trouvez des enfants qui ont 5 ans, qui sont morts et qui sont rejetés par la mer. Bien. Mais c'est ce que je leur dis. Eux, on ne les voit pas, parce que les projecteurs ne sont pas braqués sur eux. Mais moi, qui suis arrivé et qui a eu la chance d'être à 12e, vous avez des projecteurs sur moi, et malheureusement, ce que les gens se disent, c'est que, ah ouais, mais si le mec a pu y arriver, moi aussi, je vais pouvoir y arriver. Donc, moi, j'ai dit juste aux gens, il faut avoir de la communication vraie sur la question. Au même moment, on est en train de dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup réussi, qui ont bien réussi, mais au même moment, il faut dire qu'il y a des gens qui sont malheureusement décédés. Bien. Il y a des gens qui n'ont pas du tout réussi, qui ne sont pas arrivés. C'était plus fatal. Mais c'est encore mieux d'échouer et d'être en vie et de rentrer chez soi. Bien. Le plus fatal, c'est quand les personnes meurent. Il y a ceux qui ont réussi à atteindre leur destination et qui n'ont pas pour autant changé de vie. Hein. Bah voilà. Ils sont arrivés, mais c'est toujours le même truc. Ils dorment toujours dans des rues. C'est chaud. Et voilà, Et c'est difficile. Donc, c'est pour ça que quand on retrouve là à faire la manche, donc, voilà. L'information doit être vraie. Il faut donner de l'information aux gens, mais sans toutefois être des conseillers. Bien. Parce que c'est impossible de conseiller les gens. Ouais. Moi, quand j'étais au Cameroun à l'époque, quand j'avais décidé de partir, il n'y avait aucun discours qui pouvait me dissuader de ne pas partir. Il n'y avait aucun discours, je le savais. Mais peut-être que moi, face à moi-même, si j'étais conscient de ce qui se passe sur la route, s'il y avait l'information vraie, ça m'aurait peut-être amené à réfléchir. Ouais. Et c'est ça toute la différence. Eh bien, les amis, voilà, ça c'est. J'ai mobilisé votre émission, je suis désolé. Non, mais c'était le but. Hein. C'était le but même. Ah ouais, Ouais. c'était le but. Ouais. Et Ça, c'est le vraiment, parcours de Teddy, Patrick que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est moi. journaliste. Ouais, c'est toi. Il vient de loin.